Messieurs, dames, bonjour à toutes et tous. Bienvenue à ce conseil municipal du débat d'orientation budgétaire. Je vais commencer par les pouvoirs. Donc, on a un pouvoir de Serge Brosseau à Bertrand David, de Jérémy Drouillet pour Aude de Lavergne, un pouvoir de Lucie pour Romain et un pouvoir de Cathy pour Sonia. Je vous propose de commencer par l'approbation du procès-verbal de la séance du 23 janvier. Y a-t-il des questions, des remarques? A priori non. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. Un secrétaire, une secrétaire de séance, n'importe. Daniel? Bon. Ce sera Christelle la prochaine fois. Non, c'est pas grave. Daniel Deville, secrétaire de séance. Nous avons le compte-rendu des décisions prises par le maire avec l'achat de livres pour la médiathèque, la mise en place des ruches pédagogiques et puis l'équipement de panneaux de signalisation pour la voirie. Voilà. Y a-t-il des questions par rapport à ces décisions du maire? A priori, non. Et nous allons pouvoir passer au débat d'orientation budgétaire. Claire, si tu veux bien projeter la présentation. Voilà, et on a un peu plus de lumière. Alors, pour commencer ce débat d'orientation budgétaire, déjà rappeler qu'il s'agit de notre 10e débat d'orientation budgétaire, puisque ça fait 10 ans maintenant quasiment que nous sommes élus. Un débat d'orientation budgétaire que je qualifierais d'un débat d'orientation budgétaire en maîtrise désormais, avec de plus en plus l'utilisation de la comptabilité analytique, notamment pour analyser nos comptes. C'est le cas notamment, par exemple, récemment sur tout ce qui est événementiel, avec une prospective financière aujourd'hui qui est bien calée, qui nous permet de voir à 10 ans ce qui va se passer et qui, depuis 10 ans, finalement, nous permet de piloter les finances de la collectivité et d'être là où on devait être et de financer nos investissements comme nous l'avions prévu. Donc ça, c'est aussi quelque chose que l'on maîtrise bien aujourd'hui. Saluer aussi forcément les compétences de nos services en général, mais particulièrement sur le DOB et sur le budget du service finance et tout le travail fait par Vanessa, qui a notamment coordonné la présentation que nous allons voir. Et puis saluer sa maîtrise aussi des finances publiques et son accompagnement dans l'optimisation de nos budgets. Et puis, pour être en maîtrise, il faut aussi des élus. Un élu aux finances qui est attentif à chaque dépense, et puis des adjoints, des conseillers délégués qui participent à l'élaboration du budget en essayant d'être le plus attentif possible à la bonne utilisation de l'argent public. Toute cette maîtrise du budget et des finances publiques nous a permis, depuis 10 ans, d'investir pour plus de 40 millions d'euros. Donc, c'est pas rien. Une collectivité de notre taille qui investit en 10 ans plus de 40 millions d'euros, ça permet à une ville comme Châteaubourg de retrouver un niveau d'équipement public, un niveau de qualité d'équipement public, d'aménagement urbain, d'aménagement de parcs, qui est de plus en plus qualitatif. Ces investissements, ils sont permis par 3 choses. Une capacité d'autofinancement, qui est issue de la différence entre nos recettes et nos dépenses, ce qu'on appelle communément la CAF, d'une recherche permanente de subventions, voilà, d'être à l'écoute de tout ce qui se passe, de monter les dossiers et de se tenir prêt et d'aller chercher à chaque fois le maximum de subventions pour limiter la participation de la commune sur les projets d'équipement. Et puis, ces investissements, ces 40 millions d'euros d'investissement en 10 ans, ils ont aussi été permis par des recettes d'investissement, des recettes qui sont issues, par exemple, de la taxe d'aménagement.
quand on a un bâtiment qui se construit à Châteaubourg, que ce soit un logement ou un bâtiment d'activité, nous percevons des taxes d'aménagement et quand on fait la somme de tout ce qui a été perçu depuis 10 ans, c'est pas neutre, c'est même important. C'est aussi des recettes liées à la clôture de budget de ZAC, qui permettent aussi de dégager des marges de manœuvre. Et puis, c'est des ventes de divers biens, des ventes parfois de commerce, parfois de terrains, parfois de maisons qu'on avait pu acquérir par le passé. Donc c'est vraiment la somme de ces trois facteurs, une CAF solide, la recherche permanente de subventions et l'optimisation des recettes d'investissement qui nous permet de continuer d'investir beaucoup et d'avoir pour on va dire les 2 dernières années de mandat, un programme important d'investissement encore à venir. Maintenant, il faut rester vigilant, faire attention à la nature humaine qui a toujours envie de dépenser plus, toujours plus d'événements, toujours plus de services, mais qui dit plus d'événements ou plus de services, ça veut aussi dire plus de ressources humaines et plus de dépenses. Et on sait combien il est difficile de faire du moins. Donc c'est sûr que c'est plus facile parfois d'augmenter les impôts ou au final, si on n'augmente pas les impôts, de réduire l'investissement, parce que faire du moins sur le fonctionnement, c'est toujours quelque chose de difficile. Donc il est important, dans cette prépa budgétaire qui va suivre le débat d'orientation budgétaire, de s'interroger vraiment sur ce rapport coût-bénéfice pour l'usager, pour que l'argent public soit bien dépensé, puisque n'oublions jamais que l'argent public elle est issue du travail de nos concitoyens et de nos entreprises. Donc on doit être vigilant, notamment dans cette période d'inflation et de problématiques de pouvoir d'achat chez nos habitants, notamment. Voilà pour ce petit propos introductif. Et puis je vais rentrer maintenant directement dans la présentation du débat d'orientation budgétaire. Le contexte national, alors la slide est plus bonne d'ailleurs, puisque le gouvernement vient de revoir sa prévision de croissance, qui ne sera pas de 1,4, mais sans doute de 1%, voire 0,9%. Vous l'avez sans doute entendu dans les différents journaux, ou lu dans les différents journaux, le gouvernement cherche 10 milliards d'euros d'économie. Donc souvent, vous verrez que la solution de facilité, c'est de prélever l'argent qui va aux collectivités. Donc il va falloir qu'on soit attentif et surveiller un petit peu ce qui va se passer dans les années qui viennent. On devrait normalement être dans une année de recul de l'inflation, avec une estimation à 2,6%. Il faudra être attentif puisqu'on aura des emprunts à faire vraisemblablement cette année. Donc qui dit emprunt dit taux d'intérêt, donc il faudra lever cet emprunt au bon moment pour essayer de bénéficier des taux d'intérêt les plus avantageux possibles. Donc on va espérer que ça redescende un petit peu et que l'inflation se stabilise. Quand on dit 2,6% d'inflation, il faut savoir que pour ce qu'on appelle l'indice des prix de dépenses communales, donc c'est-à-dire on regarde l'évolution des prix des dépenses qui touchent les communes, on était en 2023 aux environs de 6%. Donc vous voyez que c'était quand même considérable et ça a forcément un impact sur nos dépenses de fonctionnement. L'objectif du gouvernement, c'est de revenir à l'horizon 2027 sous les 3% de produit intérieur brut en matière de déficit public. Ça fait quelques années qu'on est au-dessus, notamment suite à la crise du Covid, mais ça reste un objectif qu'il faut atteindre et éviter de déraper au niveau de la dette de l'État. Ensuite, si on rentre un petit peu plus dans ce qui va concerner les communes, vraisemblablement une hausse des dotations globales de fonctionnement. Donc ça, c'est avant les 10 milliards d'économies. Donc on va regarder si c'est toujours maintenu dans le débat budgétaire. Donc c'est vrai que nous, on a la chance d'être une commune en croissance. Donc ça veut dire quand on gagne des habitants, vraisemblablement, on devrait gagner un peu de DGF. Donc sur ces 320 millions, on devrait plutôt avoir du plus. Donc on va suivre ça. On est resté prudent dans les estimations de la prospective financière sans forcément tenir compte de hausses significatives. Revalorisation des bases fiscales. Donc vous savez que les impôts locaux sont composés
d'un montant de base fiscale auquel nous appliquons un taux. Donc là, les bases fiscales vont être augmentées de 3,9%. Il vous est proposé dans ce débat d'orientation budgétaire, nous, de ne pas bouger notre taux d'imposition. Normalement, sauf exception, l'idée c'est jusqu'en 2026 de ne plus toucher à nos taux d'imposition. Donc voilà, je vous propose de les maintenir cette année au même taux que l'année dernière. Il y avait jusqu'ici beaucoup de fléchage, donc là on va surveiller aussi ce qu'on appelle le fonds vert, c'est-à-dire beaucoup de subventions d'État qui sont destinées aux projets qui sont liés à la transition écologique. Donc nous on a deux sujets importants qui pourraient être concernés par ce fonds vert. La rénovation de l'école Charles de Gaulle, qui mériterait en effet d'être soutenu fortement et qui devrait normalement être soutenu fortement, et puis les pistes cyclables qui devraient aussi être subventionnées assez fortement, à la fois par l'État mais aussi par le département. Notamment, je pense au gros projet Boulevard Laennec, Fabien Burel, rue de Rennes, qui va être un investissement important en matière d'aménagement cyclable. Et la prolongation des mesures en faveur de la hausse du prix de l'énergie, de limitation du prix de l'énergie. Si on rentre, je ne vais pas être très long puisqu'il y a une partie quand même de ce débat d'orientation budgétaire qui est un peu une redite à la fois des débats d'orientation budgétaire des années précédentes, mais aussi si, ça va, ça a l'air de remarcher. Je vais me rapprocher. Une partie de la présentation des vœux. Donc vous l'avez, l'évolution de la population. Nous sommes vraisemblablement aujourd'hui environ 7700 habitants en 2024. Voilà, on verra l'évolution plus précise, puisque vous savez qu'on a toujours un décalage de 3 ans avec les données de l'INSEE. On sera 8000 à la fin du mandat et l'objectif, c'est d'atteindre les 8500 en 2030. Et c'est cette prospective d'évolution de population qui doit nous amener à faire évoluer nos équipements publics et qui nous permet aussi d'estimer nos recettes et nos dépenses en matière de fonctionnement. C'est une année de construction de logements, puisque 2024, vous l'avez peut-être vu, mais va être marqué par beaucoup de grues à Châteaubourg, à la fois des projets de logements collectifs qui vont être construits à travers toute la ville. Il y a certains projets qui ont déjà démarré. Je pense à Saint-Melaine, à l'ex-garage Renault, dont les fondations sont en train d'être coulées, avec un trou assez important. Le projet Cap Accession qui est bien avancé et qui sera livré cette année. La commercialisation du projet derrière l'ex-gendarmerie qui a démarré. Et puis nous allons attaquer un des gros projets de cette année 2024 en termes de logement, c'est la partie route de Cervon, ce qu'on appelle les petites bonnes maisons de notre ZAC multisite. Donc partie importante en matière de création de logements. Tout ce qui est au sud de la gare avance bien aussi et donc on aura des livraisons, je pense notamment aux collectifs qui sont au sud de la gare par Copalis, là en accession aidée, qui seront livrés aussi cette année, et de lotissements construits et viabilisés par Terrain Service au sud de la gare qui seront eux aussi livrés cette année. Donc tout ça va nous permettre de poursuivre cette évolution démographique. L'ensemble des projets, c'est pareil, je ne vais pas être trop long et insister, vous les connaissez, il y a plusieurs gros projets. Je pense bien sûr à l'école Charles de Gaulle, qui est un projet important pour justement à la fois rénover une école qui commence à dater, et puis aussi lui donner un peu d'air, un peu de capacité supplémentaire face notamment à la construction de logements route de Cervon et au sud de la gare. Il y aura aussi le démarrage des travaux. On a eu la première réunion de chantier de l'espace Fayel qui va remplacer la halle Fayel qui date elle aussi des années 70. Donc un projet là aussi important et structurant. Et puis les marchés sont en cours d'attribution pour les travaux de la gare. Donc là aussi avec un démarrage des travaux au printemps. On verra ça un petit peu plus tard.
Et puis un projet de station d'épuration, alors qui n'est pas forcément porté par la ville, mais qui est porté par Vitry Communauté, mais qui sera suivi avec attention. Et il faut savoir que tout est conditionné à la réalisation de cette station d'épuration. Si aujourd'hui il n'y avait pas ce projet dont la date de livraison est prévue pour 2026, ça veut dire qu'on n'aurait plus le droit à terme de construire de logements, ni d'accueillir de nouvelles entreprises, de nouvelles activités. Donc elle est très importante et il faut qu'on suive avec attention le bon déroulé de cette station d'épuration, qui est un gros projet. On est sur là aussi des investissements à plusieurs millions d'euros. Donc voilà, important pour nous à suivre. Et puis il y a toute la réflexion qui est en cours, les tests et les expérimentations sur 2 zones de Châteaubourg, le secteur rue des Vignes, rue des Cottages, rue des Prieurés, où on va continuer à tester des choses et où l'enfouissement des réseaux va commencer, des lignes aériennes. Et puis, on va aussi s'attaquer au quartier du Vieux Moulin, la rue du Vieux Moulin. On est sur Samelène, où là aussi, on va mettre en place quelques expérimentations, changement de sens, chicane, voilà, aménagement cyclable, provisoire, pour voir un petit peu comment ça fonctionne. L'objectif étant à terme sur ces 2 quartiers, sur ces 2 rues importantes, d'avoir une rénovation complète et pérenne pour rendre plus agréable et améliorer les circulations dans ces 2 secteurs. Voilà, je ne détaille pas plus. On démarrera aussi prochainement les études sur le pôle escalade. Voilà, l'idée étant de préparer et d'écrire ce projet en retenant un architecte. Et ce sera déjà pas mal pour cette année 2024. Je vais maintenant passer la parole aux différents adjoints et je crois qu'on commence par Bertrand qui vont présenter leurs projets dans leurs différents secteurs. Donc, pardon. Pour les finances, ce sera donc sécuriser les procédures comptables. Donc, l'objectif est de maîtriser les risques financiers et comptables pour l'ordonnateur et les agents via la mise en place de contrôles internes et de procédures structurées, notamment par les régies. En deuxième, il y a la création du service comptable événementiel, donc afin de mieux répartir les dépenses liées aux différents événements communaux. Et suite à la création du pôle vie publique, ce serait une modification de la nomenclature comptable avec un nouveau service. Les événementiels seront répartis entre culture, associations et événementiels. Et ensuite, finaliser les anciens marchés de travaux, ZAC de la Bretonnière, lotissement de la Bourlière et la médiathèque. Donc, il faut en fait arriver à la clôture comptable et administrative des marchés de travaux qui sont en suspens actuellement sur ces lotissements, enfin sur ces ZAC. Voilà. Les ressources humaines. Grand vent de nouveautés aux ressources humaines avec la création de plusieurs choses et des recrutements, une réorganisation intéressante et structurante. D'abord, création d'un secteur relations publiques. L'idée, c'est vraiment de rassembler les services dédiés à la communication auprès des usagers. Autrement, recrutement d'un chargé de la jeunesse et du numérique au sein du secteur social dans le but vraiment de faire un lien entre le social et la jeunesse. C'est là qu'on voit que nous avons un mieux à apporter à notre jeunesse. Et puis également une réorganisation totale du secteur que l'on appelait jadis aménagement, travaux, urbanisme, autour de 2 pôles majeurs avec une meilleure répartition des charges de travail. Voilà pour l'organisation en elle-même. Et de surcroît, pour nos agents, eh bien, nous allons généraliser les formations premiers secours. La partie numérique, Dany. Donc, dans le cadre du numérique, j'étais d'ailleurs avec Coralie cet après-midi, appropriation de la loi AGEC, anti-gaspillage pour une économie circulaire. D'accord ? Optimisation de l'ensemble du parc matériel et logiciel. Poursuite sur le projet de dématérialisation, marche, courrier et veille sur les opportunités. Il est grand temps d'ailleurs que nous trouvions une société qui mette notre système numérique à jour. Parce que celui que nous avons, il ne nous répond plus.
pour le site internet. Pour le site internet, bien sûr. Merci Dany. Je passe la parole à Christelle pour la partie culture communication. Micro. Micro, oui, donc, culture, on va consolider nos événements avec notamment le Jardin des Arts, qu'on ne présente plus, et donc qui répand dans la ville chaque année l'identité culturelle de Châteaubourg. Cette année, 3 artistes, Bruno Lemay, Xavier Minard, Vincent Fonf, qui vont être à l'honneur et donc jalonner nos espaces de mai à fin septembre pour profiter de la balade. Ensuite, la fête de la musique, le bal des pompiers, en collaboration avec l'équipe événement, et la fête de la musique jeunesse en collaboration avec les acteurs éducatifs. Donc, excusez-moi. Ah. De l'eau. Petit malaise. Elle va attraper la crève dehors. Est-ce que tu veux de l'eau? Oui, je veux bien. De l'eau, oui. Voilà. Je prends le relais de Christelle. L'heure exquise. Partie communication magazine avec une édition spéciale qui sortira au mois de mars présentant le bilan des 10 ans de mandat, la refonte du site internet et puis réflexion sur la signalétique en ville et l'animation de la rue du Maréchal Leclerc. Je passe la parole à Eric pour la suite. Alors, pour ce qui est de la partie achat et transition écologique, les grands projets pour cette année, ça sera mettre en place une boucle d'autoconsommation collective dans le cadre d'une centrale photovoltaïque qui va être installée sur l'espace Fayel, la nouvelle salle de sport, et donc dans le cadre d'un PMO. C'est une personne morale organisatrice qui permet de distribuer l'énergie produite par la salle sur l'ensemble des bâtiments publics de la commune. Enfin, c'est une bonne partie des bâtiments de la commune dans un rayon de 2 km. Donc, il y aura école, mairie, etc., médiathèque. Donc, ça, c'est un gros dossier. Et ensuite, il y a continuer à travailler sur la réduction des consommations énergétiques public. Donc là, ça a déjà été amorcé l'année dernière, ça continue avec de bonnes présomptions. L'idée, c'est que tous les bâtiments passent à la moulinette dans les 2 ans qui viennent. Et puis, en lien avec Vitry Communauté, c'est suivre le projet de station d'épuration avec le responsable qui va arriver au mois d'avril, donc avec qui je suis en contact. Et donc, sachant que tout ça va se précipiter pour une mise en place en 2026. Merci. Je passe la parole à Bertrand pour la partie médiathèque. Donc, pour la médiathèque, développer un programme culturel varié, développer les partenariats et le participatif, participer à des événements nationaux, olympiades culturelles, partir en livre et pas en live. Mise en œuvre d'un service numérique, médiation autour des outils et des ressources, mise en place d'ateliers de formation et d'événements en lien avec les attentes du public, espace et accès aux collections à améliorer pour la signalétique, l'espace facile à lire et des prêts automatisés. Et enfin, le réseau Arléane, donc une réflexion sur les navettes et le refonte du site internet. Merci. Je passe la parole à Daniel pour la partie vie associative et événementielle. Alors, le démarrage en investissement, le démarrage des travaux de l'espace Fayel, l'étude de pôle escalade au Sillon, c'est qu'une étude pour l'instant, achat de tapis de protection salle sportive, donc les grands tapis qu'on remet chaque année d'ailleurs, j'espère que là on va le faire.
Événementiel, Urban Trail, CMJ, projet d'événementiel dédié aux enfants de 10 à 13 ans et autres animations. Là, je parle à la place de Lucie. CMJ, inauguration, table de tennis et au parc Bel-Air. Et inauguration du terrain synthétique et terrain de hockey. Tout ça, c'est Merci l'événementiel. Daniel. Je voulais Quelques présenter la visuels salle. avec la salle. Alors, je vais peut-être laisser Teddy. Très bien. Peut-être que Merci, Teddy, tu veux la Dani. présenter, la salle. Oui, bah, on en a déjà pas mal parlé, hein, vous la connaissez, donc la salle multisport Espace Fayel, dont les travaux vont démarrer très prochainement avec une particularité sur cette salle, puisqu'on est sur de la déconstruction et de la réutilisation de matériaux. Donc on est un chantier pilote, un des premiers chantiers sur ce sujet de réutilisation des matériaux. Donc ça nécessite de déconstruire, de tout trier, de tout ranger et ensuite de voir ce qui est réutilisable et de faire réutiliser tout ça dans la partie construction neuve. Donc c'est un vrai travail conséquent, un peu nouveau pour les entreprises du bâtiment et pour les architectes, mais intéressant intellectuellement en tout cas. Pour se projeter sur ce qui sera sans doute demain obligatoire quand on sera sur ce type de chantier. Je vais parler à la place de Dany aussi sur la partie commerce et développement local. Donc il y a le renouvellement du label Village Étape qui est un dossier important. Aujourd'hui, ce label joue un rôle sur l'attractivité de la ville et aussi sur le chiffre d'affaires des commerces du centre-ville. Donc on est en phase de renouvellement de ce label. Donc il est important de faire le point un petit peu sur ce qui a été fait, de voir ce qu'on peut améliorer aussi dans l'accueil des touristes à Châteaubourg. Donc ça, c'est Dany qui suivra ça cette année. Et puis il y a le projet de réhabilitation de la gare en commerce, je vous en ai parlé tout à l'heure, dont les travaux vont démarrer au printemps. Plan vélo, mobilité douce, aussi des enjeux importants avec la création d'un deuxième parking à vélo qui va être au sud de la gare. Donc l'objectif là aussi, c'est d'avoir un parking sécurisé avec un système de badge et d'accès contrôlé. Des travaux conséquents en matière de pistes cyclables au niveau du boulevard Laennec, rue Fabien Burel, boulevard de la Liberté. On est toujours dans cet objectif de pouvoir desservir l'ensemble des entreprises de Châteaubourg et de pouvoir les connecter à la gare, ce qui permet vraiment aux gens de venir en train, de prendre un vélo qui, pourquoi pas, passer la nuit dans un des abris à vélo sécurisés et de pouvoir rejoindre son entreprise facilement avec un réseau de pistes cyclables sécurisées. On va continuer, j'en ai parlé tout à l'heure, des expérimentations dans 2 secteurs avant de faire des aménagements définitifs. Donc pour l'instant, on est sur des aménagements provisoires. Et puis, on va démarrer les études et la réalisation de feux micro-régulés au niveau de Samelaine. Donc l'idée étant de pouvoir sécuriser ce carrefour au niveau du Smile, qui est un carrefour en virage, en y installant des feux qui permettront de mieux gérer la circulation et aussi de réguler la circulation aux heures de pointe. Aménagement d'espace public, je passe la parole à Aude. Merci. Alors pour Bron-sur-Vilaine, excusez-moi, j'ai un problème. Pour Bron-sur-Vilaine, il y aura un city-stade qui verra le jour et qui sera terminé en 2024. Place de Verdun, c'est-à-dire ce qu'on appelle entre nous la place de la médiathèque, elle connaîtra un bel embellissement, pas une rénovation, on dit bien un embellissement pour 2024. La requalification verra le jour après. Mise en place également de sanitaires publics, toujours à la médiathèque et aussi à l'entrée de ville. 250 arbres seront plantés. Une grosse partie l'a déjà été et ça continue. Et enfin, rue des Cottages et rue des Châteliers, rue Saint-Pierre, donc l'ancien centre, le centre historique de Châteaubourg, connaîtra des effacements de réseau et ça entraînera quelques travaux, bien évidemment. Tout le monde voit ce que c'est les effacements de réseau, c'est on enterre les lignes téléphoniques, les lignes électriques qui sont en aérien, voilà, ce qui est le cas d'une bonne partie de la ville de Châteaubourg, mais il nous reste encore quelques quartiers.
Et donc ça génère forcément quelques nuisances puisque ce sont des travaux assez conséquents. Bâtiment, je passe la parole à Bertrand. Donc pour les projets bâtiments existants, autorisation de travaux de projets pour l'ancienne bibliothèque, ce qu'on appelle les tours carrées, mise en accessibilité des sanitaires publics à Semlène, mise en place de dispositifs de régulation et gestion à distance des bâtiments publics, un pilotage en fait de la gestion à distance de la régulation thermique des bâtiments. Merci. Hubert n'étant pas arrivé du syndicat d'Urba, je vais présenter rapidement les enjeux du pôle urbanisme avec 2 modifications de PLU qui sont en cours et qui vont nous permettre à la fois de densifier le secteur Sud-Gare avec l'ancien secteur où il y avait la SNAB. Donc ces modifications de PLU concernent notamment ce secteur-là. Réception des demandes d'autorisation du droit des sols, bien entendu, qui continue, accompagner l'ensemble des habitants et des entreprises dans leurs différentes démarches. Et puis, il y a le contrat de mixité sociale, le suivi des logements sociaux. Donc ça, c'est des choses. On est aujourd'hui vraisemblablement autour de 15% de logements sociaux. On était à 10 en 2014, on est arrivé à 15 et l'objectif, c'est d'atteindre les 20, vraisemblablement en 2028. Au vu du retard, un peu du décalage dans les projets immobiliers, ce sera difficile d'atteindre ces 20% en 2026, mais la trajectoire est écrite pour arriver à 20% d'ici 2028. L'ASAC multisite, j'en ai parlé tout à l'heure, qui est un des gros enjeux du service urbanisme, et puis foncier, avec pas mal d'échanges, de régularisation foncière permanente liées au service. L'ensemble des programmes, vous commencez à les connaître, ils apparaissent à l'écran sur la carte. Je ne vais pas forcément les rappeler tous, puisque vous voyez les grues apparaître au fur et à mesure, mais on est sur nos objectifs, des objectifs qui sont inscrits dans le PLH qui a été adopté récemment au niveau de Vitry Communauté. Et donc nous nous inscrivons pleinement dans ces objectifs. Nous allons passer au secteur éducation avec Catherine notamment, et puis Eric peut-être sur la partie développement durable. Mon rôle se limite à soutenir les directeurs d'école dans la labellisation E3D, qui est un label de démarche de développement durable autour des écoles. Donc sur les 4 écoles primaires, les 2 publiques et les 2 privées, il y en a 3 qui ont déjà des démarches engagées. Et donc certains sont déjà bien avancés, et donc on aura l'occasion de les soutenir pour arriver à leur fin, sachant que le but c'est à la fois de réduire leur consommation, etc., mais surtout de sensibiliser les enfants à toutes les démarches environnementales. Merci beaucoup. Et puis le reste, c'est vrai qu'on en a pas mal parlé. Et Catherine qui enchaîne. Oui, donc j'enchaîne par le projet éducatif territorial, un projet qui a été écrit donc pour 3 ans, de 2021 à 2024, avec un thème global de bien vivre ensemble. De 2021 à 2022, il y avait un fil conducteur, donc prendre soin de tous et prendre soin de chacun tous les ans. Donc ce fil rouge est renommé, est repensé. 2023-2024, le thème est prendre le temps de. Donc voilà, donc effectivement ce PEDT, comme on le nomme, va être donc examiné à partir du mois de septembre pour être donc évalué et donc repenser effectivement à l'écriture pour une signature en 2025 en convention avec la CAF et donc l'Éducation nationale. Voilà.
Ensuite, est-ce que j'enchaîne sur les plans particuliers de mise en sécurité pour les temps périscolaires et l'ADL? Alors, ce qu'on appelle les PPMS, là, les plans particuliers de mise en sécurité, sont donc développés dans toutes les écoles, hein, notamment les écoles publiques, avec l'écriture de ces plans. Et donc sous la responsabilité des directeurs d'école, donc mis en application par les professeurs et les élèves. Donc il convient de poursuivre la démarche en écrivant également les plans, en développant pour tous les temps périscolaires, je dirais, et centres de loisirs. Et il faudra mettre en application également. Donc ça, c'est un gros travail cette année, voilà, à prévoir. Ensuite, nous avons la loi climat-résilience. Éric, non, je veux bien en parler. Hein. Loi climat et résilience, voilà, j'ai fait quelques devoirs ce week-end. Donc, on avait parlé de la loi Egalim qui a été appliquée donc, depuis 2022, développée en 2023 dans les écoles, donc, qui donne des obligations au niveau des achats pour les cantines des écoles, notamment sur donc une obligation d'avoir 50% de denrées de qualité durable, notamment dont 25% de bio. Alors, j'avais quelques chiffres, mais je ne vais pas vous noyer dans les chiffres dès maintenant. Donc, la loi climat et résilience est obligatoire hein, également par la CIL de 2023 à appliquer également à partir de cette année et qui vient renforcer la loi Egalim, notamment avec une analyse vraiment sur la qualité de denrées durables, mais en traitement par l'eau, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Notamment, donc il y a également là un travail à appliquer, voilà, qui va complexifier le processus. Voilà ce que je peux en dire dans les médias. Autrement, ben voilà, peut-être le démarrage des travaux concernant l'extension de l'école Charles de Gaulle. Bertrand, si tu veux préciser, c'est Romain qui suit les travaux. Donc là, le chantier a commencé, le terrassement est fait. Voilà, après, il n'y a pas plus d'infos pour l'instant. La grue. La grue arrive mercredi prochain. Ils commencent, là, ils détruisent le petit hangar où les voitures de la mairie étaient garées. Ça commence demain, jusqu'à lundi. Hein, et les arbres sont coupés. Ouais. Tout à fait. Et la grue va être impressionnante puisqu'on est en plein cœur de ville. Donc ça va faire une grue supplémentaire. Mais celle-ci, elle va être impressionnante. Très bien. Christelle, projet Petite Enfance, je vais prendre son sujet. Oui. Elle est toute excusée. Donc des projets importants sur la petite enfance, avec notamment une nouvelle crèche donc qui va être construite à côté de la maison de l'enfance, dont les travaux vont démarrer cette année. Un projet que nous co-construisons, on va dire, avec Rigolo comme la vie, qui sera le gestionnaire donc, de cette crèche. Nous aurons sur les 20 places, 15 places PSU, donc 15 places accompagnés financièrement par la commune et qui seront attribués selon des critères que nous définirons avec le gestionnaire. Ensuite, Festimôme, avec une thématique sur Festinature cette année, donc un festival qui approche et qui à chaque fois trouve son public et qui fonctionne aujourd'hui depuis de nombreuses années. Et puis, il y aura le lancement du portail des assistantes maternelles au premier semestre, l'objectif étant de faciliter là aussi pour les familles de trouver des places et tout le fonctionnement du secteur petite enfance. Je passe la parole à Catherine pour la partie action sociale. Donc, cette année, effectivement, nous allons accompagner le projet du futur village des solidarités, donc en partenariat avec Saint-Benoît-Labre.
effectivement, là, j'attire l'attention parce qu'il convient effectivement de favoriser l'accueil de nouveaux publics qui vont arriver dans les espaces donc, gérés par l'association Saint-Benoît-Labre. Donc il faudra, je pense, vraiment avoir une très bonne coordination de toutes les solidarités portées par les associations et nos partenaires sur Châteaubourg. Également, donc, il nous faut poursuivre la construction d'un projet d'animation d'animation et de vie sociale vers les seniors, donc parallèlement à la construction de nouveaux logements adaptés. Donc, effectivement, il faut diversifier l'offre de logements adaptés vers les seniors sur Châteaubourg. Donc, vous n'êtes pas sans le savoir que donc ils sont tout juste démarrés les travaux d'une nouvelle résidence, effectivement portée par un bailleur social, mais avec une salle d'animation, des logements, une quinzaine de logements, plutôt 17 logements, pardon, qui vont se situer juste à côté de l'EHPAD pour avoir vraiment un partage d'animation et je dirais d'activités avec les seniors qui sont à l'EHPAD, un vrai lien à mener. Et il nous faut aussi penser et renforcer les mobilités pour nos seniors sur Châteaubourg, car nous sommes force de proposition, je dirais, de services, d'animation, d'ateliers, de prévention pour le bien vivre chez soi, notamment. Donc, il faut favoriser, je pense, l'accès à ces différents services en proposant des services de transport adaptés aux seniors, je dirais, intramuros. Voilà. Et également, nous consolidons cette année l'offre France Service au sein de la Maison pour tous, notamment, effectivement, nous avons pu constater une nette augmentation de la fréquentation de ces services, de ces accompagnements. Et à partir du 1er janvier, cette offre est consolidée par l'accompagnement pour constituer de nouveaux dossiers, notamment portés vers le logement avec Ma Prime Rénov et Ma Prime Adapte. Ça va être porté maintenant par France Service. C'était porté et accompagné par la Maison du Logement à Vitré précédemment. Voilà. Et donc, les personnes qui accueillent à France Service sont formées vers ces différents dispositifs. Merci. Nous passons à la partie jeunesse. Alors, les projets jeunesse. Alors oui, on parle dans notre projet écrit, on parle de l'engagement des jeunes sur des projets structurants. Et là, donc, nous reconduisons le projet, notamment le festival Coulado, qui est un projet très structurant, notamment pour constituer ce projet. Il y a 19 jeunes là qui sont en train de travailler. C'est un engagement pour eux de 6 mois au moins. Donc, ils sont vraiment avec une réflexion sur un thème pour ce festival, un fil rouge également. Ils ont donc une réunion par mois d'ici le festival et ils ont également des réunions en petit atelier sur les différents projets qu'ils veulent inscrire dans ce festival. Évidemment, ils sont accompagnés donc de nos très chers animateurs qui font le lien vers les partenaires pour ce festival. Voilà. Il faut également contribuer à la prise d'autonomie pour les jeunes. Donc, si préciser que sur le festival Coulado, ça s'adresse aux jeunes de 11 à 17 ans. Pour la prise d'autonomie des jeunes, donc un peu plus âgés, là, de 14 à 17 ans, ils ont vraiment émis le projet de réfléchir pour un camp, ce qu'on appelle un autocamp, c'est-à-dire qu'ils construisent ce projet de A à Z. Ils sont accompagnés pour cette construction par les animateurs également pour avoir une vraie méthodologie de projet. Donc, où le lieu à définir, les activités à définir, monter un budget en regard et penser à des autofinancements pour leur futur camp. Voilà, ils seront effectivement accompagnés par des animateurs, au moins un animateur pour ce camp, parce qu'ils sont quand même mineurs et donc ça demande quand même un accompagnement. Mais ils gèrent le camp de A à Z. Voilà. Et il me restait juste un petit point vers les jeunes. Donc prévenir toute situation de fragilité, effectivement, donc en concertation avec certains partenaires et donc de partenaires et du secteur éducation, et notamment
en consolidant donc effectivement le réseau confiance cette année. Ce réseau confiance en fait est une vraie cellule de partage d'informations. Il faut donc ce sont des partages d'informations entre partenaires, notamment sont présents tous les acteurs donc du secteur éducatif, donc les directeurs d'école, également en direction donc je dirais des partenaires au niveau comment dirais-je, des agents qui sont au niveau de l'accueil de loisirs. La gendarmerie est présente. Nous avons également des partenaires comme Mission Locale, et dans cette instance, on voudrait vraiment simplifier. Et on a donc créé un annuaire de contact, de telle façon à être proactif lorsqu'il se présente des situations de fragilité, et également pour essayer de mettre en place ensemble, peut-être en collaboration, certaines actions de prévention pour prévenir ces fragilités. Merci beaucoup. Hubert, j'ai présenté rapidement ta partie sur les différents projets. Si tu veux rajouter quelque chose ou pas. Sur l'activité du pôle urbanisme. Oui, non, je pense que c'est juste un petit complément sur effectivement l'activité qui a été chargée. Saluer tout le travail qui a été fait par l'équipe, parce que il y a eu effectivement aussi l'intérim de Claire qui a été faite là magnifiquement par Nino, et je remercie les services pour toute l'activité qu'ils ont mis en œuvre, et puis tous les projets qui sont dans les tiroirs. Et Dieu sait qu'il y en a quand on regarde effectivement un petit peu tout ça. Alors je sais pas si on a parlé effectivement du nombre de lots, mais c'est assez conséquent, et je pense qu'il va y avoir encore une belle charge de travail pour le service. Donc un grand merci à eux. Merci. Et pour terminer, puisque tout ça et tous ces projets ne sont possibles que parce que nous avons les moyens financiers de le faire, un petit graphique que vous commencez à connaître aussi, mais qui a été mis à jour par Vanessa. Ce qu'on peut constater, c'est quoi? C'est que nos dépenses de fonctionnement restent inférieures aux villes de même strate, alors que nous avons une ville qui a beaucoup d'enfants, donc qui génère aussi un fonctionnement dans les écoles assez important, et nous sommes 3 communes associées, 3 communes qui ont fusionné, donc 3 églises, 3 cimetières, 3 bourgs à entretenir, des kilomètres de voirie entre ces communes. Donc on est plutôt désavantagé sur le papier, et on voit que malgré ce désavantage, on reste avec des dépenses de fonctionnement qui sont maîtrisées. Les recettes de fonctionnement sont globalement dans la moyenne des villes de même strate, avec une particularité, c'est des impôts locaux, vous voyez, qui restent très inférieurs à les moyennes des villes. Juste pour information, si on se mettait à la moyenne des villes, donc c'est-à-dire que si on montait nos impôts locaux à 528 € par habitant, et bien c'est 1 million d'euros de recettes supplémentaires globalement qui rentreraient au budget de la commune. Donc vous voyez que nous laissons 1 million d'euros aux habitants de Châteaubourg et aux entreprises de Châteaubourg. Tout ce qui est dotation et participation sont plutôt inférieurs aux villes de même strate, mais tout ça, bien sûr, voilà, des recettes supérieures et des dépenses inférieures nous amènent à une épargne brute supérieure, et avec surtout des dépenses d'équipement plus importantes que les moyennes de même strate, avec un point très fort, c'est un endettement de la commune qui est très faible, puisque vous voyez que l'endettement par habitant est de 295 €, là où la moyenne des villes comme la nôtre est de 780 €, et nous avons un délai de désendettement qui s'approche des 1 an, puisque c'est 1,2 ans, là où on peut monter jusqu'à 5, voire 7 années de délai de désendettement. Donc vous voyez qu'on a encore des marges de manœuvre à la fois grâce à des impôts locaux qui sont bas et grâce à un endettement qui est faible. Quand on se projette un petit peu, et pour que vous ayez quelques grands chiffres sur cette prospective financière jusqu'en 2026, on ne va pas regarder tous les chiffres en détail. Ce qui est important de regarder, ce sont les recettes réelles de fonctionnement. Globalement, pour la première fois en 2024, on va passer les 10 millions d'euros de recettes réelles de fonctionnement. Donc voilà, ça n'était pas arrivé encore. Donc on voit que les recettes rentrent. Donc tant mieux, c'est lié à la fois aux habitants qui augmentent, mais c'est aussi, et c'est important de le rappeler, aux entreprises qui s'installent à Châteaubourg, qui nous ramènent de la taxe foncière, qui nous ramènent de la taxe d'aménagement. Et aujourd'hui, quand on prend la somme de nos recettes, 50% de nos recettes, aujourd'hui, proviennent des entreprises.
ce qui est une vraie particularité de Châteaubourg. Dans des villes moyennes, on est plutôt à 25% seulement. Donc vous voyez, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de dégager des marges de manœuvre qui nous permettent d'investir fortement. En termes de dépenses, on va tourner autour de 8 millions d'euros. Et donc, vous voyez, si vous faites 10 millions moins 8 millions, alors l'épargne de gestion n'est pas tout à fait, puisqu'elle ne prend pas en compte l'ensemble des dépenses, enfin des recettes plutôt. Mais voilà, globalement, pour résumer, pour que vous gardiez les gros chiffres, c'est un peu plus de 10 millions d'euros de recettes, un peu plus de 8 millions d'euros de dépenses de fonctionnement, ce qui nous permet de dégager une épargne brute autour de 2 millions d'euros et ce qui va nous permettre de continuer de financer nos investissements avec un montant de dépenses d'équipement qui sera proposé au budget qui sera d'environ 8,5 millions d'euros, 8,6 millions d'euros en 2024, donc ce qui est assez considérable. Vous voyez qu'on a 2 grosses années d'investissement. Alors on fera sans doute pas les 8,6 millions, parce que vous savez qu'on a tendance toujours à mettre la totalité et on a toujours des décalages qui font que des gros projets en fait sont décalés sur plusieurs années. Mais globalement, dans les 3 prochains budgets, on va avoir un niveau d'investissement relativement élevé. Ce qui est important de regarder, c'est le fonds de roulement à la fin de l'exercice, c'est-à-dire ce qu'il nous reste dans les caisses. Aujourd'hui, on a 3 millions d'euros globalement dans nos caisses. On va redescendre forcément et c'est pas grave. Ce qui compte, c'est de rester au-dessus des 1 million d'euros. Et donc, vous voyez qu'il est prévu jusqu'en 2026 de rester autour de 1,5 million d'euros de fonds de roulement. Et avec un capital restant dû là, qui est descendu à 2,2 millions d'euros, qui va remonter un petit peu avec des emprunts que nous allons faire dans les 2-3 prochaines années. Mais il n'excédera pas les 5,2 millions d'euros. Donc, vous voyez qu'on reste sur des niveaux de délai de désendettement tout à fait raisonnable. Voilà pour ce débat d'orientation budgétaire. Comme je le disais en préambule et en introduction, on est vraiment sur un débat, sur un budget et sur des orientations budgétaires tout en maîtrise. On sait où on va, on sait ce qu'on a à faire, on connaît globalement nos moyens et sauf mauvaise surprise, on devrait pouvoir réaliser l'ensemble de ce projet politique d'ici la fin du mandat. Alors il y aura peut-être un petit décalage. Voilà, tout faire avant les élections de 2026, ça va peut-être être un petit peu juste, puisqu'il y a toujours des aléas de chantier et des retards qui peuvent arriver. Mais globalement, on sera dans l'année 2026, on va dire, dans la réalisation complète de ce projet politique, vraisemblablement. Y a-t-il des questions par rapport à ce débat où on a essayé de balayer de façon synthétique l'ensemble des enjeux qui s'annoncent pour l'année 2024 ? A priori, tout a été clair et bien vu en commission. Donc Aude, tu voulais réagir ? J'ai pas vraiment de questions, mais je crois intéressant de pouvoir dire que les finances de Châteaubourg sont remarquablement tenues. Bravo. Nous avons les moyens d'investir et on voit qu'en 2024, il va y avoir des investissements. Bravo. Par ailleurs, le fonctionnement est tenu et ça veut dire que tout cela est solidement ficelé. Je pense qu'on peut se féliciter d'avoir un endettement aussi contraint au regard de tout l'investissement que nous réalisons. Donc bravo et merci. Merci Aude. Pour commencer à écouter un petit peu les débats d'orientation budgétaire des communes voisines, ce qui n'est pas le cas forcément autour de nous, de toutes les communes. Et donc, il y aura des opportunités de subvention, puisque forcément, si d'autres communes investissent moins, ça veut dire qu'il y a des réserves, des montants de subventions qui sont à distribuer. L'État, il a une enveloppe globale qu'il distribue en fonction des projets qui sont demandés. Donc forcément, si à côté, on a des communes qui investissent moins ou qui décalent des projets d'investissement, à nous de saisir, et c'est tout le travail de Claire et de ses équipes, les enveloppes de subventions pour qu'au final, on dépense moins d'argent de la collectivité, ce qui nous permettra dans les années qui viennent de pouvoir continuer à réinvestir. Voilà, c'est un cercle vertueux qu'il faut continuer d'activer. Je vous propose donc d'approuver le fait que nous ayons eu cette présentation et ce débat d'orientation budgétaire. Est-ce que certains sont contre, s'abstiennent ? Merci beaucoup pour ce 10e débat d'orientation budgétaire.
Alors, je passe à la délibération suivante, délibération numéro 15. Nous avons la réhabilitation par déconstruction et reconstruction de la Alfayel et des demandes de subventions. Eh ben, ça fait le lien avec ce que je viens de dire juste avant. Vous avez la mise à jour des demandes de subventions et du plan de financement, avec la demande notamment d'aide sectorielle au niveau du département. Donc l'aide sectorielle, c'est lié notamment au fait que nous ayons un collège, des collèges qui vont utiliser cette salle. Et donc vous voyez, je ne vais pas vous détailler, là on demande 390 000 euros dans le cadre de l'aide sectorielle, mais quand on fait la somme des subventions, vous voyez sur un projet total à 3,8 millions, les fonds propres aujourd'hui, potentiellement, si on arrive à tout obtenir, ne seront que de 1,4 million. Donc quand je parlais de cercle vertueux qui nous permettent de dégager des marges de manœuvre, on est pleinement dedans. Y a-t-il des questions par rapport à ces demandes de subventions? Je vous propose donc de mettre aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Ouais, les demandes de subventions, heureusement que personne n'est contre. Réhabilitation par déconstruction, toujours de la Alfayel. Là, on est sur la centrale photovoltaïque. Et donc là, c'est le fonds de concours énergie renouvelable auprès de Vitré Communauté, qui est un nouveau dispositif. Donc voilà, à hauteur de 30%. Donc là, c'est une demande pour le financement des études. Donc vous voyez qu'on va chercher le moindre euro, puisque là, on va chercher une subvention de 1 717,50 euros. Mais il n'y a pas de petite subvention. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Merci beaucoup. Ensuite, nous avons la réalisation des 2 city-stades. Aude en a parlé tout à l'heure, il y en avait un à Bron. Je crois que c'est moi, c'est les avenants au marché de travaux. En tout cas, je vois que je suis le rapporteur. Donc, j'y vais, je suis parti. Donc il y avait un montant de travaux initial de 139 272 euros et nous avons un avenant de 2 710 euros, donc ce qui nous met à 141 982 euros, avec donc un écart de 1,9%. Donc il vous est proposé d'approuver ces avenants avec un premier city-stade qui est quasiment terminé. Il n'y a plus qu'un brossage du sol à Saint-Melaine, mais il est déjà utilisé. Voilà, c'est ça. En tout cas, j'étais juste avant le conseil municipal en réunion avec le principal du collège Pomme. Ils vont être ravis puisqu'ils vont l'utiliser notamment pendant la récréation du midi. Voilà, donc ça va être assez intéressant. Et puis nous, forcément, on va aussi l'utiliser avec le centre de loisirs. Et puis il sera en libre accès tout le reste du temps. Donc quand on voit le succès de celui de Bel-Air, je ne doute pas que celui-ci rencontre son public. Et celui de Bron devrait démarrer prochainement également à côté de la salle du Verger, un city-stade également dans ce quartier de Châteaubourg, dans cette commune de Châteaubourg. Y a-t-il des questions par rapport à cet avenant? Je mets aux voix. Qui vote contre, qui s'abstient, c'est adopté. Je passe la parole à Eric pour un avenant École Charles de Gaulle. Alors, dans le cadre des travaux de l'école Charles de Gaulle, il y a le lot Gros Œuvres pour lequel il y a une modification. Donc, c'est le lot 3 qui est attribué à l'entreprise Chanson. Et donc, le montant, toute charge comprise, indiqué était de 742 000 euros. Et en fait, il est de 636 000 euros. Donc, c'est simplement une régularisation. Donc, nous proposons de valider cet avenant de régularisation. Merci. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Nous passons à la délibération 19 sur la médiathèque. Là, j'ai des avenants de travaux pour un montant de 23 000 euros, 23 003,49 euros, 1,26% sur un montant de travaux global de 1,8 million. Y a-t-il des questions? On va clôturer ce dossier de la médiathèque. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. Réhabilitation d'une grange. Donc les pénalités de retard. Donc vu les délibérations 112 et 128 du 24 mai 2022 et du 21 juin 2022, on peut, considérant l'article 13 du cahier des charges de clauses administratives particulières, le fameux CCAP, on peut appliquer donc des pénalités de retard. Et donc suite à la présentation du sujet en commission MAPA du 17 janvier 2024, il a été convenu de retenir l'application des pénalités ci-dessous, c'est-à-dire pour le lot 11, l'entreprise DPS Ouest, pour un montant de 1024,56
euros. Est-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Marché de fourniture de denrées alimentaires. Je passe la parole à Eric. Alors donc il s'agit des marchés de denrées alimentaires pour les cantines et les lots 4 et 23 avaient été attribués à l'entreprise Sauvé Frais pour l'année 2024 et il se trouve que l'entreprise Sauvé Frais va fusionner à partir du 1er mars avec l'entreprise A2S et que l'ensemble va se dénommer Saubraise. Donc le marché sera maintenant attribué à l'entreprise Saubraise et nous proposons d'acter cet avenant de transfert. Est-il des questions? On est sur de l'administratif pur. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup, c'est adopté. Je passe la parole à Catherine Leclerc pour le vote des crédits scolaires. Oui, excusez-moi. Concernant donc le vote des crédits scolaires, donc plusieurs délibérations comme tous les ans concernant les subventions, les versements de subventions pour différents postes. Dans un premier temps, versement de subventions pour l'achat de livres. Donc la commune attribue chaque année une subvention aux établissements d'enseignement public pour l'achat de livres à l'attention des élèves castelbourgeois de CE2, CM1, CM2. En ce qui concerne les écoles privées, cette subvention est intégrée dans le forfait par élève calculé dans le cadre du contrat d'association. Donc, la décision mise au vote suite à la présentation du sujet en commission 4 du 14 février 2024. Alors, il vous est proposé d'attribuer la subvention donc pour les livres scolaires sur la base de 11,05 € par élève castelbourgeois dans les écoles publiques. Donc, je ne vais pas vous redétailler les tableaux en dessous. C'est calculé donc en totalité par rapport au nombre d'élèves dans chaque école. Donc, un total pour les deux écoles de 2508,35 €. Merci. On passe au vote? Oui. On les vote les unes après les autres? Alors, on peut faire Allez, les on y unes va. après les autres. Donc, première délibération. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Et on passe à la délibération 2023. C'est un peu la Alors, même chose. concernant le versement de subventions, là, pour les classes découvertes. Alors, là, la commune accorde tous les ans une dotation individuelle aux écoles publiques et aux écoles privées. Et donc, pour leur permettre d'organiser leur séjour. Pour 2024, la commission numéro 4 donc, propose le maintien de la base de dotation forfaitaire de 9,16 € par élève fréquentant chaque école. Alors, je tiens quand même à faire une petite précision. Tous ces crédits que nous avons examinés, ces subventions proposées, en fait, sont les mêmes calculs à l'élève que depuis l'année 2021. Il n'y a pas eu d'augmentation de coûts par élève. Donc, ce sont des délibérations qu'on prend donc, tous les ans, mais en fonction du nombre d'élèves dans chaque école. Donc là, la décision mise au vote, suite à la présentation du sujet en commission, il vous est proposé donc d'attribuer cette subvention, donc on est bien pour les classes découvertes, sur la base donc de 9,16 € par élève. Donc, voyez dessous donc les calculs pour les écoles maternelles et élémentaires publiques de Gaulle, de l'école du Plessis, ainsi que les écoles privées Saint-Joseph et Saint-Melaine. Total, donc, pour les 4 écoles, pour cette subvention, de 8 610,40 €. La dépense en découlant sera réglée au compte des coopératives scolaires pour les écoles publiques et au nom des OGEC pour les écoles privées. Donc, les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif 2024. Merci beaucoup. Pas de questions. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci. On continue avec la délibération 24. Alors, donc là, c'est le vote des crédits scolaires concernant les fournitures scolaires et piscines. Alors là, vous allez voir, il y a donc deux parties. D'une part, pour les fournitures scolaires, là, chaque année, la commune accorde aux écoles publiques une dotation individuelle pour l'acquisition de fournitures scolaires. Là, la commission propose de définir le montant alloué au titre des crédits fournitures sur la base de 27,65
€ par élève, comme les années précédentes, pour les écoles publiques. Par contre, une petite précision pour les écoles privées, donc les fournitures scolaires sont incluses à hauteur de 10% dans les crédits du contrat d'association qu'on va voir un peu plus tard. Il est proposé donc d'accorder une enveloppe correspondante à 90% de la dotation de base accordée aux écoles publiques, soit une enveloppe individuelle donc à l'élève de 24,89 €. Il y a également les frais d'activité piscine. Donc concernant la prise en charge des frais d'activité piscine, notamment pour les établissements d'enseignement public, voilà ce qui est proposé. Donc vous avez le tableau, donc 6 000 € pour l'école de Gaulle et 6 400 € pour l'école publique Le Plessis. Alors, les décisions mises au vote, donc suite à la présentation du sujet en commission du 14 février, alors je vous ai proposé d'une part d'attribuer aux écoles publiques au titre des fournitures scolaires les crédits dont on a parlé, donc avec un total général pour les écoles publiques de 16 175,25 €. Donc, ces crédits sont inscrits à l'article 6067 du BP de 2024 et les dépenses seront réglées sur facture directement aux fournisseurs. Par ailleurs, il vous est demandé également de voter donc l'attribution aux écoles privées au titre des fournitures scolaires, donc les subventions calculées donc sur un taux de 24,89 par rapport à leurs élèves, donc sur un total général de 8 835,95 €. Alors, le versement pour les écoles privées intervient comme tous les ans en 4 parties, dont une partie qui a été faite au mois de janvier à hauteur de 25% du montant alloué par rapport à l'année N-1. Voilà. Et d'autre part, La piscine. les activités piscine, notamment pour les écoles publiques, là, du coup, comme on l'a vu tout à l'heure, 6 000 € pour De Gaulle et 6 400 € pour l'école du Plessis. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions, des remarques? Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci. Alors également, ensuite, Délibération numéro 25, le vote des crédits scolaires. pour les spectacles de Noël. Donc chaque année, donc la commune accorde une dotation. C'était pas moi? Si. Une dotation aux écoles publiques et aux écoles privées. Donc sur les 4 écoles. Donc combien? 4,16 € multiplié par le nombre d'élèves. Vous avez l'ensemble des chiffres dans les 3 tableaux. 910. Voilà. Donc, les dépenses écoulantes seront réglées au compte des coopératives scolaires pour le public et au nom des OGEC pour les écoles privées. Merci beaucoup. Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. C'est vraiment des délibérations. Bon, c'est toujours les mêmes chaque année. Y a pas Alors, de est-ce que je peux grande faire dans la foulée le versement des subventions Tu peux tout faire. au Catherine. niveau des subventions? Va à parce que- l'essentiel. Parce que là, on est dans les subventions. Donc, je me permets de passer à la délib. Je saute une petite délib, mais je reviendrai après. Tu vas à la 27. Je vais à la 27. Si. Vas-y, Parce que là, allez, il s'agit dépêche-toi. également de subventions. Oui, Non. Parce Pas que le contrat. entre deux, j'ai le contrat d'association. Ouais. donc délibération 27, vote des crédits scolaires, subvention au titre des cantines scolaires des écoles privées, délibération 27. Voilà, Nous tout à t'écoutons. fait. Alors, donc là, c'est bien pour les écoles. Attention, c'est important, là. On ne réduit pas. Donc, il vous est proposé, voilà également, donc, le montant d'une subvention de 1,45 €. C'est donc au nombre réel de repas consommés par les demi-pensionnaires castelbourgeois dans les écoles privées. Tout à fait. Et donc également proposé de verser cette subvention en 4 temps comme précédemment. Alors, décision mise au vote, donc suite à la présentation en commission, donc il vous est proposé d'une part d'approuver le mode de versement de la subvention comme présenté ci-dessus et d'approuver cette subvention sur la base de 1,45 € par repas et par élève castelbourgeois. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Et donc je reviens à la délibération 26, c'est ça? Voilà, tout à fait. Donc concernant le contrat d'association avec les écoles privées, alors lors du
conseil du 12 décembre, le versement d'une partie du montant de ce contrat d'association, de montant de subvention ou d'accord aux écoles privées, avait été accordé pour ne pas bloquer leur fonctionnement, donc un versement à hauteur de 25% du montant alloué en 2023, afin de permettre une avance de leur crédit en attendant le calcul définitif. Alors, le forfait pour cette année, le forfait calculé pour l'année, alors c'est marqué pour l'année 2023. Donc là, je pense qu'il y a une petite coquille. Pour moi, c'est le forfait donc accordé pour 2024. Donc, Non, c'est le calcul qui est fait sur l'année 2023 et par donc rapport au qui compte sert administratif, je suis Voilà, d'accord, de tout à fait. 2023. Et qui sert pour Et 2024. qui va servir pour Tout à 2024. Parce que dans le tableau en dessous, vous avez donc, pour voir un peu les évolutions des crédits versés, effectivement, ce qui a été versé pour l'année 2023. Ce qui nous permet de calculer pour 2024. Voilà. Donc, considérant donc les effectifs dans les différentes écoles, donc les écoles privées, donc il a été calculé les différents crédits à verser notamment. Il y a dessous, vous verrez un rappel par rapport aux effectifs des années précédentes sur les écoles privées. Donc, il y a eu un versement réalisé en janvier, comme évoqué précédemment. Donc, vous sont indiqués en dessous pour l'école Saint-Joseph et Saint-Melaine. Donc le versement restant dû pour ces deux écoles est pour Saint-Joseph de 154 425,93 € et pour l'école de Saint-Melaine de 66 706,75 €. Donc, suite à la présentation du sujet à la commission 4 du 14 février, il vous est proposé donc de valider d'une part le forfait calculé pour l'année 2024 par élève, donc qui est rappelé ci-dessous pour les élèves en école maternelle et pour un élève en école en élémentaire. Alors d'une part, d'allouer donc les subventions suivantes aux écoles privées, donc dans sa totalité, puisqu'on en a parlé dans la totalité, et d'approuver le versement du montant restant, en fait, réellement, déduction faite de ce qui a été déjà versé en janvier. Merci, Voilà. Catherine. Si vous avez des questions, je sais que c'est un peu C'est un montant, complexe. comme vous pouvez le voir, qui monte. Oui, j'ai calculé, C'est lié à quoi notamment aux dépenses énergétiques. C'est-à-dire que quand nous, on paye plus cher de dépenses énergétiques, et ben forcément, ça augmente nos dépenses de fonctionnement. Et donc, ça rentre dans le contrat d'assaut. Et donc, c'est versé, au même titre que nos dépenses de fonctionnement, c'est versé aux écoles privées qui, elles aussi, sont confrontées à des dépenses énergétiques. Donc, ça leur permet aussi de couvrir l'augmentation de leurs dépenses énergétiques. Et puis, l'autre point, c'est que, il faut le dire, puisque c'est une vraie décision politique, nous accompagnons fortement, notamment au niveau des maternelles, avec des ATSEM jusqu'en grande section, ce qui n'est pas toujours le cas de toutes les villes. Il y a des villes qui considèrent qu'en grande section, il n'y a pas besoin d'ATSEM. Nous, on fait le choix donc de mettre une ATSEM jusqu'en grande section. Et quand on a une demi-classe grande section CP, on met une demi-ATSEM aussi, par exemple, sur une matinée pour accompagner. Donc là, c'est un vrai investissement qui est fait. Et donc forcément, cet investissement qu'on fait dans nos écoles publiques, on le distribue aussi via le contrat d'assaut aux écoles privées, et ce qui permet aussi aux écoles privées de pouvoir financer en fait des postes ou des demi-postes pour pouvoir aussi accompagner dans des classes et d'améliorer du coup le taux d'encadrement à l'élève. Donc chaque décision que vous prenez en matière de dépenses dans les écoles publiques, toujours avoir en tête que nous versons l'équivalent pour les écoles privées pour accompagner au même titre que nous accompagnons. Donc là, c'est un vrai choix, un vrai engagement qui est fait. Et quand je parle des ATSEM, voilà, vous avez des villes autour de nous qui font le choix de ne mettre une ATSEM qu'en petite et moyenne section. Nous, voilà, il y a un vrai choix. Alors qu'on a des classes qui sont, je dirais, autour de 24-25 élèves, donc qui sont voilà, tout à fait dans la moyenne. Et c'est vrai qu'on a cette chance aujourd'hui d'avoir un équilibre globalement entre nos écoles, notamment je pense aux deux écoles publiques qui ont aujourd'hui à peu près le même nombre d'élèves et donc qui ont voilà, une évolution
je dirais, qui est stable et équilibré. Là, on sait que ce qui est en train de se construire à la Bretonnière va plutôt aller au Plessis. Là, on va basculer, alors que Charles de Gaulle était plutôt en légère décroissance, ce qui va sortir route de Cervon et au sud de la gare va plutôt aller à Charles de Gaulle, d'où aussi l'extension des classes qui vont arriver à Charles de Gaulle. Et on sait qu'à l'avenir, quand on retournera derrière le collège Pomme dans la ZAC multisite, là, on viendra alimenter l'école du Plessis. Donc normalement, voilà, l'évolution de nos logements et la répartition de nos logements devraient permettre de garder cet équilibre entre nos deux écoles et donc de ne pas forcément avoir des variations assez importantes d'ouverture et de fermeture de classes dans nos deux écoles publiques. Et puis les deux écoles privées ont aussi la chance d'être bien réparties à la fois aussi sur deux secteurs. Et puis on va jusqu'au collège, puisqu'on a la chance d'avoir deux collèges aussi qui sont répartis géographiquement donc sur la commune. Donc le développement de la commune dans ces différents pôles de futurs logements devrait permettre d'alimenter finalement de manière assez équilibrée, de permettre aussi les mobilités douces, puisque c'est important, de pouvoir aller à pied, en vélo, facilement pour les enfants dans les écoles et dans les collèges. Donc tout ça aussi, c'est planifié et normalement, il n'y aura pas de mauvaise surprise. Le facteur qu'on maîtrise un peu moins, c'est la natalité. Aujourd'hui, vous savez qu'on est quand même descendu, on est plutôt entre 75 et 80 naissances, là où on était plutôt sur le précédent mandat entre 100 et 110 naissances par an. Donc vous voyez qu'on a globalement l'équivalent d'une classe en moins chaque année en nombre de naissances. Donc il faut qu'on surveille ça. Aujourd'hui, c'est compensé par l'évolution des habitants qui arrivent plutôt sur des deuxièmes achats et donc avec des enfants un peu plus grands, donc qui viennent moins alimenter les maternelles, mais qui alimentent plus les classes supérieures et puis les collèges. Mais normalement, on va essayer, on devrait rester dans une situation à peu près stable dans nos écoles, avec environ 600 élèves dans nos écoles publiques et environ 400 élèves dans les écoles privées. Voilà, ça devrait rester autour de ça pour alimenter nos collèges, où là on a environ 700 élèves au collège Pomme et 500 à peu près au collège Saint-Joseph. Donc les collèges par contre sont bien remplis, très clairement. Le collège Pomme arrive à un niveau maximum de nombre d'élèves. Donc voilà, je sais que j'étais avec le principal juste avant qui renouvelait son intérêt auprès du département pour qu'il y ait des aménagements à la fois du self, des adaptations du restaurant et puis pourquoi pas de classes mobiles ou de classes plus pérennes pour permettre un petit peu de désengorger. Donc je remonterai le message à qui de droit puisque c'est aussi la qualité des collégiens, la qualité d'apprentissage dans les collèges. Y a-t-il des questions par rapport à ce contrat d'assaut ? Et je tenais aussi à saluer les relations très apaisées entre nos écoles privées et publiques. Que ce soit les collèges ou les écoles primaires. Quand on est maire ou adjoint en charge des écoles, c'est aussi appréciable d'avoir des relations apaisées entre le privé et le public. Pas de questions, je mets aux voix qui vote contre, qui s'abstient, c'est adopté. Merci beaucoup. La 27, on l'a faite, et donc il nous reste la 28 avec la petite enfance. Alors là, il s'agit des subventions 2024. C'est la 28, c'est ça. Alors, il s'agit des subventions 2024 aux associations concernant les petites enfances et les écoles. Donc, la présentation du sujet s'est faite le 13 décembre 2023 à la commission 4, qui vous propose ce soir de voter nominativement les subventions attribuées donc à l'attention des associations enfants et écoles. Alors, elles sont reprises donc une à une dans le tableau qui vous est proposé dans la délibération. Je ne sais pas si vous souhaitez les examiner. Préciser que pour l'APE des écoles publiques et pour l'appel de l'école Saint-Joseph, sont les mêmes subventions que l'année précédente. Pour l'appel de l'école Saint-Melaine, qui avait eu une avance de trésorerie sur l'année 2023, faisait quand même une demande de 450 €. La commission, à l'unanimité, a décidé de ne pas verser de subvention en 2024 puisqu'il n'y a pas de projet établi par rapport à cette demande de subvention. De même pour l'association qui s'appelle maintenant, je crois, Divakel ou Disvakel.
Non, c'est Dioun, mais il paraît que ça s'appelle autrement. Enfin bref, Dioun Castelbourg. Voilà, donc également de la même façon, il n'y a pas vraiment de projet. Donc il y avait une demande là de 120 €, voilà, qui n'a pas été actée du tout par la commission, en se disant mais il n'y a pas de projet pour cette subvention. L'île au Petit Loup, ça a été tranché à 460 €, il demandait un petit peu plus. Hein. Et on a la nouvelle association Parents comme nous, qui est une nouvelle association. Donc il y a 100 € de subvention pour cette association. Hein, donc un total de subvention de 2360 €. Donc là, il s'agit de voter alors nominativement pour chaque association, c'est ça? Alors, merci de me donner la parole pour un 0 pointé. 0 pointé pour une école, c'est quand même pas rien. 0 pointé pour une école, ça veut dire beaucoup. Qu'est-ce qu'un appel? C'est une association pour des parents des écoles libres. Une association de parents à qui on met un 0 pointé. Parents d'enfants de Châteaubourg, des parents castelbourgeois, des parents qui sont au service des familles castelbourgeois, qui organisent des manifestations sur Châteaubourg, qui font vivre les enfants de Châteaubourg, qui retapent leurs écoles, hein, qui repeignent leurs écoles, parce que toutes les manifestations ont un but, retaper l'école, faire en sorte que l'école soit belle pour les enfants de Châteaubourg. Certains d'entre nous allons régulièrement à la fête de l'école de Saint-Melaine. Chacun d'entre nous, félicitons ces parents qui s'engagent pour leur école. Ce soir, 0 pointé. Ce soir, j'ai entendu monsieur le maire dire « Nous avons des relations apaisées avec nos écoles ». Quid d'un 0 pointé voté ce soir au conseil municipal? Alors j'ai une proposition, monsieur le maire, parce que l'année dernière, il a été voté l'année dernière, APE, subvention de 1 000 €. Cette année, il est proposé 1 000 €. Appel École Saint-Joseph, l'année dernière, 800 €. Cette année, il est proposé 800 €. Appel École Saint-Melaine, l'année dernière, 455 € votés. Cette année, proposé 0 €. Dioun, l'année dernière, 120. Cette année, 0 également. Dioun, faut-il le dire, travaille également pour nos écoles bretonnes. Alors, monsieur le maire, soit la commission revoit sa copie, et donc peut-être certains de ses critères, et nous revoterons cela le mois prochain, certainement pas avec un 0 pointé, soit le vote a bien lieu ce soir, et pour ce qui me concerne, je voterai résolument contre, espérant être suivi parce que voter 0 pointé, c'est voter contre le travail des parents castelbourgeois. Je suis plutôt de ton avis, Aude. Donc voilà, je ne suivrai pas en effet l'avis de la commission. Donc est-ce que vous voulez qu'on retire ces deux lignes-là pour en redébattre en commission ou est-ce que vous voulez qu'on aille au vote sur l'avis de la commission? Comme vous voulez. Moi, je n'étais pas à la commission. Bon, je pense que la commission avait débattu. Moi, je suivrai l'avis de la commission et après, ça n'empêche pas que la commission réétudie la demande après et je verrai en fonction de quand la commission a débattu. Aujourd'hui, je n'étais pas au débat, donc moi, je suis l'avis de la commission parce qu'elle avait pris une décision. Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer? Oui, Catherine et Dany après. Pour avoir été présente à cette commission, effectivement, quand même, il a été précisé qu'il y a eu une avance de trésorerie de fait. Donc pour moi, ce n'est pas un 0 pointé. La trésorerie existe bien dans les écoles et auprès de ces associations, puisque ces deux associations-là ont eu une avance de trésorerie. Alors, est-ce que effectivement, ça peut apparaître extrêmement dur de voir un 0 sur ce tableau qui est un tableau de délibération. Mais dans toute réalité, ce n'est pas un 0 puisqu'il y a une avance de trésorerie de réaliser. Voilà. Donc, pour en rediscuter peut-être, certes, mais je pense qu'il y a moyen mais je me permets d'exprimer ce qui a été la réflexion de la commission, de préciser quand même qu'on s'est dit, on peut l'expliquer aux deux associations concernées, pourquoi effectivement, et quitte à rediscuter avec ces associations.
Voilà, ça a été la décision de la commission. Ouais. Alors je sais qu'il y a Dany qui voulait parler et Eric. Oui, tout à fait. Moi aussi, je ne suis pas d'accord parce qu'il faut qu'il y ait au moins un prorata temporis, merci beaucoup, entre l'école Saint-Jean et l'école Sainte-Melaine. C'est une petite école fort sympathique et les parents d'élèves se battent comme des... Tu sais bien. Je trouve dommage. En plus, de quoi on parle? On parle de 400 €. C'est pas la mer à boire. On parle pas de millions. Donc ça me désole. Ok, Eric. Est-ce qu'on peut savoir, parce que là on parle de oui, non, mais connaître les chiffres, en fait, combien ont été versés en 2023 455. et quelle avance de trésorerie il y a eu pour faire le 155 € en tout? ont été versés à Saint-Melaine et 800 € à Saint-Jean. Saint-Joseph et 120 € seulement à Dihun. C'est rien. Ouais. Ils demandent 120 € cette année. Mais alors, si je fais le ratio par nombre d'élèves, c'est le même montant, 450 € par Oui. élève, que les 1000 € de l'école publique ou les 800 € de Saint-Joseph. C'est pareil. Moi, ce que je vous Donc, propose là, au vu du débat, c'est de retirer ces deux lignes-là, de les repasser à la moulinette du bureau du Ouais, conseil privé. Non, je veux dire, avec les 450 €, ça tient compte. Ils ont. En 2023. Oui, mais 2023 et 2024, 450 €, c'est comme si les écoles publiques avaient eu 2000 €. C'est pareil. Ils ont le même poids. Ça fait 4 € par élève. Non. C'est l'appel, c'est l'association des parents d'élèves. Ouais. C'est l'appel. Bon, je crois qu'on a Non. besoin d'un Bon, je sais pas. éclaircissement. Enfin, Oui. moi, j'ai besoin d'un éclaircissement. Donc, je vous propose de voter, mais en retirant ces deux lignes Oui. et en les repassant, si vous en êtes d'accord. Ça vous va? On fait Oui. comme ça? Oui. Très bien. Donc, on retire ces deux lignes. Les subventions de l'appel de l'école Saint-Melaine et de Dihun-Kasselbourg seront redébattues, représentées au prochain conseil municipal, après être repassées en conseil privé et en bureau pour avoir des éclaircissements sur la position de la commission. Très bien. Pour les autres, Merci, monsieur le maire. tout va bien? Très bien. Donc, je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. Dis donc, ça faisait longtemps qu'on avait eu un débat. C'est bien. Hein, ben oui, ça sert à ça, un conseil municipal. C'est toute, Et puis voilà, on a besoin d'éclaircissement, donc pas de souci. Nous passons à la délibération 29 et je passe la parole à Hubert. Merci. Hop là, tout ça est en train de tomber. Voilà. Donc, qui concerne effectivement donc un bilan de concertation sur la procédure de modification numéro 1 qui avait été acté, on rappelle, le 2 mai 2023 en conseil municipal et qui visait en tous les cas à modifier l'OAP du secteur de Bellevue. L'OAP, donc l'orientation d'aménagement et de programmation. Donc le bilan de cette concertation a été jointe à la délibération. Aucune remarque n'a été émise concernant donc cette concertation. Donc il est donc proposé effectivement de valider cette délibération. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. Délibération numéro 30. Voilà, alors qu'on a une petite présentation, merci. Voilà, une nouvelle fois pour préciser un petit peu les deux circuits lorsqu'il s'agit d'une modification simplifiée ou d'une modification PLU. Donc on voit un petit peu les différentes strates et les différentes étapes qui sont à passer. Donc voilà, on a quelques délais effectivement, délibération motivée d'approbation, toutes les deux ciblées sur la même date, 14 mai 2024. Pour ce qui concerne donc ce bilan de concertation de cette modification simplifiée numéro 2, donc même chose, une modification qui vise en tous les cas à réaliser quelques mises à jour, des adaptations, des requalifications, des précisions concernant donc cette modification simplifiée, cette concertation notamment. Un bilan une nouvelle fois qui lui également n'a fait l'objet d'aucune remarque ou d'aucune observation. Ce pourquoi effectivement on propose effectivement de valider cette délibération. Les questions? Merci pour ce petit schéma qui résume bien. La principale différents- différence, c'est effectivement soit l'enquête publique, soit la mise à disposition du public. Eh bien, vivement le 14 mai. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. Délibération 31.
Alors, 31, effectivement, là on est toujours sur sur une procédure de modification simplifiée numéro 2 et qui concerne les modalités de mise à disposition du public. Donc là, il est précisé effectivement concernant cette modalité. Donc les objectifs de la modification qui sont précisés, je vous fais grâce de la lecture. Les modalités de mise à disposition du projet de modification du public. Au public, pardon. Donc, considérant qu'il y a lieu de définir les modalités de mise à disposition du dossier de modification simplifié numéro 2. Donc, tout est précisé, les horaires également, pour ce qui concerne effectivement les consultations vis-à-vis des personnes publiques associées, etc., etc. Donc, la suite de la procédure, hein, tout simplement, à l'issue du délai de mise à disposition du public, le registre sera clos et signé donc par Monsieur le maire ou son représentant. Donc, petit rappel en tous les cas. Donc, suite à la présentation donc, de ce sujet en commission 3 du 7 février 2024, donc il est donc proposé au conseil municipal d'approuver ces modalités de mise à disposition du public. Merci beaucoup. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Mine de rien, c'est des délibérations importantes, hein, puisque vous savez que dans une procédure de modification, il peut y avoir des contestations, des recours, etc. Et donc, c'est vrai que ces délibérations que nous venons d'adopter sont... voilà, en cas de recours, chaque virgule est scrutée et regardée. Et donc... il faut bien respecter l'ensemble du processus. Ce qui montre aussi, en fait, qu'il n'y avait pas de remarques dans les registres et autres, que les dossiers sont quand même plutôt bien montés aussi, des services. Tout à fait. Délibération numéro 32, le Plessis-Samelène. Eh bien justement, le hasard fait qu'effectivement, changement de dénomination, parce qu'en fait, c'est une réflexion qui nous a été faite suite au service de secours. Voilà, l'objet, effectivement, on aurait voulu le faire, on ne l'aurait pas fait mieux. Et donc, effectivement, parce qu'il y avait quelques quiproquos sur le lieu-dit, le Plessis-Samelène. Alors, on le voit hein, sur le plan, le Plessis-Samelène, c'est à la fois une impasse, mais c'est aussi une rue. Alors, lorsque les riverains appellent, et s'ils ne précisent pas... Les pompiers, par exemple. Les pompiers, par exemple, voilà. Précisent pas, effectivement, bien, précisément, justement, de l'endroit, ça pose problème. Et donc, après avoir discuté en commission ce sujet, il est proposé pour ce qui concerne l'axe nord-sud, le Plessis-Samelène, justement, qui se trouve au nord, eh bien, de la dénommer impasse du Plessis-Samelène. Ce qui permettra effectivement le Plessis-Samelène de différencier de la rue du Plessis-Samelène. Voilà, donc la rue ne change pas, mais le lieu-dit le Plessis-Samelène devient l'impasse le Plessis-Samelène, ce qui permettra de faire bien la différence entre la rue et l'impasse. Alors justement par rapport à ça, on fera une information des riverains parce qu'on ne l'a pas encore faite, donc voilà, on est prudent, on prend la délibération, mais on ira effectivement faire cette communication. J'ai une question. Parfois, quand on s'inscrit en ligne sur certaines choses, il y a des adresses pré-remplies, et notamment la voie VOIE. On nous dit rue quelque chose ou boulevard quelque chose. Mais parfois, il y a rarement un pass quand même. Habitant dans une impasse, je peux confirmer. Ouais, non. Mais c'est vrai, mais ça devient de plus en plus en tous les cas. Je suis surprise, c'est que l'impasse est loin de la rue du Plessis. Bah ça, c'est l'histoire. Hein. Quand on cherche une rue, une impasse, pardon, excuse-moi. Quand on cherche une impasse, souvent on la cherche à côté de la rue. Pas là, elle est vraiment. Ouais. Après là, ce qui était difficile, c'était de changer complètement le nom, puisqu'on aurait pu se dire que on appelle ça impasse machin truc, sauf que ça veut dire que pour les gens qui habitent là, il fallait tout revoir. Ah oui. Tous les papiers, toute la démarche. Là, en rajoutant juste impasse, bon voilà, ça bouleverse pas, mais c'est vrai qu'on va informer les riverains. Mais aujourd'hui, c'est important, notamment pour la livraison de colis, pour les pompiers. Voilà, il peut autant. Avant, souvent, par exemple, les pompiers avaient un historique important. Aujourd'hui, on a des jeunes pompiers qui arrivent, qui connaissent moins la commune, et donc ils se fient en fait aux applications numériques et aux GPS qui sont rentrés. Et c'est pareil pour les livreurs. Hein. Donc, c'est important de préciser pour éviter qu'ils tournent en rond rue du Plessis-Samelène, notamment. Ah oui.
Très bien. Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. Nous passons aux modifications du tableau des effectifs. Oui, absolument. Merci, Monsieur le maire. Deux petites délibérations assez rapides, puisque nous en avons parlé plus ou moins, etc. Là, ça devient officiel. Ça a été vu le 15 février en CST et donc adopté finalement une modification de l'organigramme pour ce qui concerne la vie associative et événementielle. En réalité, il y aura demain un secteur dit vie publique, avec sous la charge de ce responsable vie publique, et le volet communication culture, et le volet accueil et état civil, et le volet vie associative et citoyenneté. Donc, vous voyez, on a quelque chose de très différent. Ce responsable, voilà, sera rédacteur territorial jusqu'à grade maxi, rédacteur principal première classe. Des questions? Des remarques? Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Délibération 34. Autre modification au tableau des effectifs, le chargé de projet jeunesse et numérique, on en a parlé tout à l'heure. Donc ça a été également présenté le 15 février en CST, bien évidemment. Et nous allons recruter donc un responsable du service jeunesse et numérique, un chargé de projet en réalité, qui sera ou bien de la filière administrative ou de la filière animation en fonction des CV que nous avons. On ne se freine pas là-dessus. Grade mini, adjoint administratif ou adjoint d'animation. Et grade maxi, animateur ou rédacteur. Des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Nous en avons terminé avec cet ordre du jour. Je rappelle demain matin l'inauguration de la table de ping-pong du parc Bel Air, tant attendue et proposée par le CMJ. Donc pour ceux qui sont disponibles, n'hésitez pas à passer. J'espère qu'on n'aura pas trop de pluie. Voilà. Annoncer, j'ai pas grand-chose à annoncer. En tout cas, j'ai pas tout en tête. Et ben voilà, je vais pas prolonger si c'est pas nécessaire. Merci à toutes et tous pour ce débat d'orientation budgétaire. Maintenant, on va préparer le budget et nous voterons prochainement l'ensemble du budget qui traduit ces orientations budgétaires. Merci à toutes et tous. Bonne soirée.